Semi-bonne nouvelle aujourd'hui pour Bernard Tapie. Le plan de restructuration de la société Testu a en effet été accepté par le tribunal de Béthune. Il n'y aura donc pas de redressement judiciaire, mais Bernard Tapie va devoir mettre la main à la poche pour combler les pertes. Reportage de nos correspondants Benoît Gadret et Gilles Balbastre. Sourire et soulagement ce soir pour les salariés de Testu. La chambre commerciale du tribunal de Béthune vient donc d'accepter le plan de redressement proposé par Bernard Tapie. La liquidation judiciaire de l'entreprise est évitée de justesse. Bon, j'espère que pour un certain temps, on ne viendra plus au tribunal et qu'on pourra enfin travailler tranquillement, parce que c'est tout ce qu'on souhaite. On ne demande pas à être dans les médias, tout ce qu'on veut c'est de travailler. Je crois que maintenant on est parti pour un bon moment. Dans cette affaire, Bernard Tapie a voulu jouer au bon élève pour éviter un redressement judiciaire qui l'aurait mis personnellement en grande difficulté. Son groupe réinjecte donc 240 millions de francs dans l'entreprise. Le tribunal a vérifié l'origine des fonds. Ceci est expliqué longuement dans les attendus et il n'y a pas de doute sur l'origine de ces sommes. Sur le plan commercial, il n'y a donc plus d'affaires Testu. L'entreprise, numéro 1 du pesage en France, doit vite regagner la confiance des fournisseurs et des clients qui commençaient à lui faire défaut. L'image de Testu, entreprise performante, est considérablement ternie par les démêlés de ses dirigeants avec la justice. Aussi, les inondations, Météo France prévoit enfin une sérieuse accalmie à partir de demain, même si une alerte vient d'être réactivée sur le département du Rhône. La situation en tout cas reste préoccupante dans un certain nombre de régions, à commencer par l'Ardèche, exemple la commune du Teil, où les habitants craignent de nouvelles pluies. Reportage Maryse Burgot, Alain Poirier. Ça c'est la chambre de mes filles, d'une de mes filles. Là aussi, il n'y a plus rien, vous voyez, c'est les disques, tout ça, les photos, tout, c'est tout parti. Elle veut nous faire visiter toutes les pièces de la maison pour qu'on se rende bien compte. Ici ce soir, plus d'images spectaculaires, plus de barques pour aller de maison en maison, juste des gens encore abasourdis. Au Teil, comme partout ailleurs en Ardèche et dans la Drôme, l'eau s'en est allée aussi vite qu'elle s'était engouffrée dans les maisons, laissant chacun seul face aux dégâts. Tous les jours, on voit qu'il y a plus de dégâts. On a encore des meubles qu'on n'a pas pu ouvrir, il y a du linge dedans, ça va tout se pourrir. Comment je vais faire? Par quels moyens? Qu'est-ce que ça va être les assurances qui vont me donner? Je ne sais pas du tout. On demande à ce qu'il y ait des experts qui viennent constater, mais malheureusement, il n'y a rien de tout ça. Combien de temps avant d'obtenir quelque chose des assureurs? Toujours la même question. Et la situation est encore plus grave pour certains agriculteurs de la commune, dont les récoltes sont complètement noyées. Tout y a passé, ouais. Il ne reste plus rien. Je voudrais que vous voyiez les clôtures, tout le bazar, c'est impensable ce qu'il y a. Ce soir, il a recommencé à pleuvoir sur la commune. La météo est très mauvaise pour la nuit. Les pompiers, mobilisés depuis une semaine, restent donc en alerte. On lève souvent les yeux vers le ciel en espérant que ça se calme, mais pour nous, quand ça vient du côté ouest, effectivement, on a de fortes craintes. Ce soir, au Teil, comme dans tout le sud-est de la France, on attend donc des jours meilleurs. En Camargue, une vaste opération a été lancée afin de tenter de colmater la brèche d'une digue rompue par les flots du Rhône qui ont déjà inondé plus de 8000 hectares. Reportage Agnès Varamian, Jean-François Giorgetti. 1,5 tonnes déposées toutes les 2 minutes. Ce soir, la moitié de ce travail minutieux est fait. Pour entasser les sacs de sable sur 15 mètres de long et 6 mètres de profondeur, il a fallu 2 jours. C'est un traitement homéopathique, hein, c'est-à-dire qu'on va y passer du temps. Ça s'accroche, les sacs s'accrochent les uns aux autres, hein, mais il y a encore beaucoup de courant, hein, ce qui nuit à la vitesse d'avancement. En fait, il s'agit de constituer un socle de remblai solide pour ensuite couler par-dessus une barge de 38 mètres. Pendant ce temps, la simple digue de terre est transformée en véritable route pour permettre aux engins de chantier d'accéder à la brèche. On a 48 heures pour le faire. Normalement, il y a à peu près 4 à 5 jours de travail en temps normal. Comme il est prévu qu'on travaille jour et nuit, on espère boucler le chantier en 2 jours. Colmaté ici, mais ailleurs de nouvelles brèches apparaissent. Alors demain, dès l'aube, les hélicoptères de l'armée de terre reprendront leur rotation.
Un mois jour pour jour après la signature à Washington de l'accord historique israélo-palestinien sur le processus d'autonomie de Gaza et de Jéricho, les négociateurs des deux bords se sont retrouvés aujourd'hui en Égypte pour passer des bonnes intentions aux actes. 2 mois de négociations sont prévus pour la mise en œuvre concrète de cet accord d'autonomie. Reportage de notre envoyée spéciale Isabelle Bechler. Dès ce matin, Abou Mazen, l'homme clé des négociations secrètes, pouvait afficher son bonheur des discussions au grand jour avec Shimon Peres. L'optimisme était affiché et les sourires allaient encore se répandre de part et d'autre de la table pendant 2 heures de conversation. On se retrouverait toutes les 2 ou 3 semaines pour suivre les progrès des comités plus techniques, comme celui du retrait militaire ou de la coopération économique, comme si tout cela était simple comme bonjour, simple comme un consensus ou comme une plaisanterie. Monsieur Abou Mazen et moi, nous ne répondrons qu'aux questions agréables. Là encore, tout le monde rit de bon cœur. Pas de doute, les progrès sont quotidiens. Vous n'imaginez pas à quel point le processus de paix est dynamique. Chaque jour, nous progresserons selon nos souhaits. Nous sommes d'accord tous les deux. Nos délégations n'ont pas vocation à polémiquer ou à s'affronter, mais vraiment à construire un pont et à trouver le bon climat pour la paix. 2 mois pour réussir, c'est le pari optimiste mais résolu qu'ont pris Shimon Peres et Abou Mazen pour que le 13 décembre prochain, l'armée israélienne puisse commencer à quitter Jéricho et Gaza. En France, peut-être du nouveau dans la lutte contre le sida. Il convient bien sûr d'être extrêmement prudent, mais l'expérimentation est très sérieuse. Un nouveau médicament est évalué, comme l'on dit, depuis le début de ce mois en France. Une vingtaine de séropositifs subissent des tests de tolérance. C'est un produit très haut de gamme, issu de la recherche génétique. Explication Jean-Daniel Flézaquier. Le GEM91, le voici. C'est cette préparation qui est actuellement évaluée chez 24 séropositifs français. La mission du GEM91, elle est simple, empêcher la reproduction du virus du sida. Il faut dire que lorsque ce virus infecte un individu, il se sert des cellules de son hôte pour se répliquer à des milliers d'exemplaires, en tuant ensuite la cellule qui l'a accueilli. Et tout cela selon un mécanisme diabolique. Le virus utilise un certain langage qu'on appelle l'ARN, la cellule un autre langage, l'ADN. Qu'à cela ne tienne, le virus traduit son ARN en ADN et vient parasiter la machinerie de son hôte. Il pousse même la perversion à faire fabriquer une sorte de cassette, ce que l'on appelle un ARN messager, qui lui permet ensuite de reproduire toutes les protéines dont il a besoin. Il ne lui reste plus qu'à stocker ces protéines, à partir et à tuer son hôte. Le rôle du GEM91, c'est de venir se superposer sur l'ARN messager, un peu comme si vous vouliez entrer en même temps 2 cassettes superposées dans votre magnétoscope. Le magnétoscope ne pourrait plus les lire, et bien là c'est pareil, la cellule est incapable de lire le message de l'ARN messager, ce message s'autodétruit et le virus, en théorie, ne se reproduit plus. La première phase d'évaluation sera relativement longue et ce n'est sûrement pas avant 1995 qu'on connaîtra l'avenir du GEM91. Dans le cadre d'une journée nationale ayant pour thème « Ensemble pour la dignité », plusieurs milliers d'handicapés mentaux, accompagnés bien sûr de leurs familles, se sont rassemblés ce matin au pied de la Tour Eiffel. Anne Poncinet et Olivier Arlan. Se débrouiller, se déplacer, prendre le bus tout seul, pour Thierry, 39 ans, ce n'est pas un problème. Tous les jours, il travaille comme coursier, à pied, dans la librairie de son frère. Mais aujourd'hui, direction le rassemblement du Champ de Mars. Le combat pour la dignité des personnes handicapées, Thierry le vit au quotidien. Sa dignité à lui, c'est d'apprendre, d'être curieux. Voilà, alors, tu choisis un article. J'appuie sur l'heure. Oui. Au rassemblement du Champ de Mars étaient représentées aujourd'hui toutes les activités qui animent la vie de Thierry. L'informatique, par exemple, un outil intéressant pour apprendre les choses de la vie. C'est intéressant pour avoir une culture, une connaissance et pour apprendre à se débrouiller après. Parce que ça a un rapport avec les choses de la vie, ce qu'on fait sur un ordinateur? Oui, ça correspond un peu avec les choses de la vie. Parce que quand on rompt avec le chèque, on peut en faire de l'informatique et après on peut s'en servir pour acheter des choses dans les grands magasins. Il y a aussi le sport, le basket que Thierry pratique tous les samedis dans un club spécialisé. Et puis des activités au sein d'une association ou encore l'atelier expression artistique auquel participe Thierry. Autant d'occasions de rencontrer du monde. Est-ce que ça vous arrive de vous ennuyer alors? Pas du tout, non, je m'ennuie pas moi. J'ai pas le temps de m'ennuyer. C'est le vœu de Thierry, que l'on multiplie pour les handicapés mentaux les occasions de s'occuper, donc de s'épanouir. Le plus important, c'est que les jeunes puissent en profiter au maximum pour s'amuser et pour se distraire. Se donner chaque jour de nouveaux petits défis adaptés à son handicap et réussir. C'est là aussi que, selon Thierry, les handicapés mentaux placent aujourd'hui leur dignité.
Dans notre série, il y a bien de la misère de par le monde. Sachez qu'en Allemagne, l'héritière de la famille Thurn und Taxis, la princesse Gloria, vient d'être contrainte de vendre aux enchères une partie de ses biens et de ses bijoux de famille pour payer les droits de succession de son époux, le prince Johannes, décédé il y a environ 3 ans. Sachez que Gloria gère tout de même un patrimoine estimé à plus de 7 milliards de francs. Reportage de notre correspondant Pascal Guimier. Il était une fois une jeune et jolie princesse en délicatesse avec un méchant percepteur. Qu'à cela ne tienne, se résolut-elle, je m'en vais vendre les bijoux de famille. Aussitôt dit, aussitôt fait. Gloria von Thurn et Taxis, soldat tout va, de la cave au grenier tout y passera. Bordeaux immémoriaux, Grand Bourgogne, vins de Bohême amers et vainqueurs, porcelaine fine, argenterie, cristaux rares, meubles luisants polis par les ans, 5 siècles d'histoire mise à l'encan. Il ne faudra pas moins de 10 jours à Sotheby's pour adjuger les 3500 œuvres d'art, meubles et bijoux, bénéfice attendu au moins 50 millions de francs. Veuve du prince Jean, qui aurait pu être son père, mère d'un petit héritier de 10 ans, Gloria la fantasque, l'extravagante, se révèle gestionnaire avisée. Grâce à elle, bientôt, les dettes seront épongées. Les 350 indigents qui ont, chaque jour que Dieu fait, table ouverte au château, continueront d'y venir dîner aux frais de la princesse. Gloria n'a pas seulement une tête bien faite, elle a aussi un cœur. Noblesse oblige. Toujours en Allemagne, à Hambourg, l'homme qui a poignardé en avril par amour pour Steffi Graf, la championne de tennis Monica Seles, a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison avec sursis. Cet ouvrier de 39 ans avait déjà effectué 6 mois de prison préventive. Toujours en marge du sport, sachez que l'attaquant croate Alef Bokšić a été officiellement transféré de l'Olympique de Marseille à la Lazio romaine pour la modique somme de 55 millions de francs. C'est désormais une tradition. Nous allons terminer ce journal avec les présentations de collections de prêt-à-porter, printemps-été 94. Ce soir, Marie-Josée Le Picard et Claude Barnier nous emmènent chez Yves Saint-Laurent. La petite robe parisienne est une des vedettes de la saison. Retour à la féminité, mais aussi sens d'une certaine économie. Un seul vêtement, c'est beaucoup moins cher qu'un tailleur et sa blouse. Bref, chez Yves Saint-Laurent, l'été montrera de jolies jambes sous des jupes courtes ou des bermudas. En jersey, plus décontracté, porté sous des vestes souples, quelques jupes longues pour les vacances. Et des pantalons souples aussi, les fameux tailleurs pantalons, cette saison pas du tout masculins. Pour le jour comme pour le soir, peu de couturiers contemporains auront autant influencé la manière de s'habiller des femmes. Après les galères de Guy Marchand, vers 22h20, 5e chronique de l'hôpital d'Armentières, signée Daniel Carlin, une série à ne pas manquer, 23h30, dernier journal, Catherine Sellac. Bon anniversaire à Margaret Thatcher, 68 ans aujourd'hui, à Nana Mouskouri et à Sami Frey, 56 ans. Dans un instant, le loto, puis la météo, signée Sophie Davant. Excellente soirée, à demain 20h. Forme Eudebert a créé un grand paquet anti-choc de 102 biscottes. On ne sait jamais. Anti-choc 102, Eudebert, naturellement. Chaque jour chez Président, les maîtres beurriers goûtent et sélectionnent les meilleurs crus des crèmes de Normandie pour vous offrir la crème des beurres, le beurre gastronomique Président. Un bon beurre de Normandie au goût de noisette unique auquel nul ne résiste. Beurre Président, la crème des beurres.
Bonsoir à tous. Décidément, je n'ai toujours pas de bonnes nouvelles à vous annoncer puisque Météo France vient d'émettre un nouveau message d'alarme valable jusqu'à demain, 14 h. On attend encore de fortes pluies sur le sud-est ce soir et demain matin. Des pluies qui n'ont rien d'exceptionnel pour la saison mais qui ne feront qu'aggraver la situation de ces régions déjà inondées. Avec une situation météo un petit peu compliquée que je vais tenter de vous expliquer en regardant cette image satellite. Une dépression s'est creusée ici au large du Portugal. Elle engendre plusieurs phénomènes. D'abord un front chaud qui se trouve déjà actuellement sur la France, qui a déjà donné beaucoup de pluie. Un front froid ici au large de l'Espagne. Et puis une occlusion qui viendra stationner demain sur la moitié nord de la France. Alors ce front froid qui est en train de remonter et qui va occasionner ces pluies orageuses sur les régions du sud-est. Et il faut savoir que cette perturbation va se déplacer très vite, poussée par un flux d'ouest. Elle devrait rapidement quitter notre pays, mais elle aura occasionné encore de nombreux dégâts. On attend par endroits 40 à 80 litres d'eau par mètre carré. Et même des orages pourraient localement occasionner 100 litres d'eau au mètre carré, ce qui est déjà beaucoup. Rapidement un coup d'œil sur la France. Il a plu déjà beaucoup aujourd'hui, mais surtout sur les régions de l'ouest. Quelques orages se sont manifestés dans la vallée du Rhône. Ces pluies commencent donc à partir de maintenant. Elles se renforcent sur le littoral méditerranéen, dans un premier temps à l'ouest du Rhône, et puis elles vont se décaler pour remonter le long de la vallée du Rhône et pour se décaler à l'est. Alors on va voir cela sur la carte de demain matin. On retrouvera ce front demain sur les régions de l'est, de l'Alsace à la Corse, avec des orages toujours violents. Ce front qui se décalera en cours de journée. Quelques éclaircies réapparaîtront dès demain matin sur le littoral atlantique et la vallée de la Garonne. Et puis au nord de la Loire, le ciel restera gris avec des pluies modérées. Entre les deux, une zone d'alternance où les averses alterneront avec quelques éclaircies. En cours d'après-midi, retour du soleil un petit peu plus prononcé, notamment sur les régions de l'ouest où l'on ne parle plus d'averses. Les averses, elles se manifesteront de la Bretagne à l'Alsace. Et puis toujours des averses qui pourront prendre un caractère orageux de l'Alsace à la Corse, avec encore des vents qui pourront souffler par rafale entre 50 et 70 km à l'heure. Les températures de demain matin sans changement, 9 à 12 degrés pour la moitié nord et de 11 à 16 degrés au sud. L'après-midi, on perdra 2 degrés avec de l'air un petit peu plus frais, avec des valeurs entre 13 et 17 pour la moitié nord et de 15 à 23 degrés au sud, un maximum du côté de la Corse. Le clin d'œil de la météo, sans mauvais jeu de mots, on va rester sous l'eau avec un record qui vient d'être battu, des images qui vont vous rappeler le Grand Bleu. L'Italien Umberto Pellizzari, qu'on avait eu le plaisir d'accueillir l'an dernier à Monaco au moment du Téléthon, il vient de remporter son pari en battant le record du monde d'apnée en mer. Il a plongé à moins 123 mètres dans les eaux de l'île de Monte Cristo, au sud de l'île d'Elbe, soit 3 mètres de plus que le précédent record qui était détenu par le Cubain Pipin. Pellizzari qui envisage même de faire tomber ce nouveau record l'année prochaine. Il va devoir s'entraîner dur cette année. Demain, nous serons le 14 octobre, nous fêterons les Justes et les Gwenaël et nous perdons encore 4 minutes de soleil. Vous retrouverez Jean-Louis Sevès demain matin aux côtés de William Lémergie. Excellente soirée, à demain, merci, bonsoir. Darty, le contrat de confiance. France 2. Avec Peugeot, occasion du Lion. La malédiction des Ardents. Dans un monde où l'on croit aux manifestations surnaturelles, Ferbach déjouera-t-il les sortilèges? Pourquoi la terre maudite? Pour avoir la peau du Bernard, ça a été plus difficile. Il l'avait tué? Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Pourquoi ça sert de remuer une affaire dont personne ne se soucie? Ferbach, avec Jean-Claude Brialy et Aurore Clément, un vendredi noir à 20h50 sur France 2. Ce n'était pas simple. Il fallait créer une nouvelle serviette pour Kotex qui protège mieux. Il y a une chose dont je suis sûre. Plus près du corps, une serviette protège plus. Mais comment? La solution était là devant moi. Faire une serviette incurvée qui suive la ligne de notre corps. Et voilà, douce et légèrement froncée pour être plus près du corps. La première serviette avec une forme incurvée. Plus près du corps, elle protège plus. Nouvelle Kotex Curved par Kotex. Partout où il y a de l'eau, il y a du calcaire. Pour l'éliminer, il faut souvent frotter, frotter. Voici Viacal et fini les efforts. Avec Viacal, le calcaire disparaît et le brillant réapparaît. Viacal, c'est son effervescence qui fait la différence. Un peu partout dans la maison, Viacal. Le calcaire, c'est son affaire. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille.
Une lessive compacte? Non merci. D'accord, c'est plus pratique, mais j'ai l'impression que ça dure moins longtemps, que ça revient plus cher et que ça ne lave pas mieux. Pour vous, Ariel invente le système 3P. Nouveau poids, nouveau prix, nouvelle propreté. Dans les compacts, il y a moins de poudre, ça doit faire moins de lavage. P comme nouveau poids. Voici le nouvel Ariel Ultra 3 kg. Si concentré qu'avec moins de poudre, il fait le même nombre de lavages que le 5 kg classique. Ça, c'est nouveau. Et le prix? P comme nouveau prix. À l'usage, Ariel Ultra 3 kg ne coûte pas plus cher que le 5 kg classique. Pas plus cher, c'est bien. Mais est-ce que ça lave mieux? P comme nouvelle propreté. Aujourd'hui, Ariel Ultra élimine encore mieux les taches de graisse tenaces. Regardez ce pantalon taché de graisse, là où d'autres laissent des traces. Avec Ariel Ultra, c'est impeccable. Avec tout ça, ça vaut le coup de l'essayer, le nouvel Ariel Ultra. Système 3P, nouveau poids, nouveau prix, nouvelle propreté. 3 raisons de changer pour le nouvel Ariel Ultra. C'est Danone qui fait petit pote. Pomme, pomme, pomme fraise, pomme, 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 petit pote, pomme banane. Dedans, il y a des fruits en compote sur des petits gervais. Petit pot de gervais, c'est 2 fois très bon. Danone. Pour t'apprendre à être propre, couche ou culotte. En culotte, tu es comme un grand, mais au moindre accident, tu te sens tout petit. Les couches te protègent, mais tu n'en veux plus. Voici la solution idéale. Nouveau Pampers Trainers, une culotte pour apprendre à être propre. Elle protège des fuites, et puis, comme une culotte, tu la mets, tu l'enlèves et tu la remets. Je suis comme un grand. Nouveau Pampers Trainers, quel bonheur de devenir propre. Malin, c'est culotte. Je déteste m'embarrasser avec les shampoings et les après-shampoings. Mais j'aime bien avoir de beaux cheveux. Vidal Sassoon Wash & Go, c'est un shampoing 2 en 1. Mes cheveux se démêlent très facilement, ils sont souples et surtout, ils reviennent en place. De toute façon, j'adore qu'on me trouve belle, mais je déteste me faire attendre. Vidal Sassoon Wash & Go. De beaux cheveux sans se compliquer la vie. Signé Vidal Sassoon. Tous les vrais amateurs vous le diront, pour faire une bonne compote de pommes, il faut des pommes fraîches. C'est pourquoi Andros ne fait que des compotes de pommes fraîches. À mon avis, personne n'en fait de meilleur. Ah oui. Andros, Andros, ça c'est pas de fruits. Bonsoir, bienvenue au second tirage du loto de ce mercredi 13 octobre 1993. Le 43. Le 48. Le 32. Le 11. Le 13. Le 27. Numéro complémentaire, le 6. Pour ce second tirage du loto, les numéros gagnants sont 43, 48, 32,
11, 13, 27, numéro complémentaire 6. Retrouvez tous les rapports des 2 tirages de ce soir, demain à 7h10 dans Télématin, puis à 12h55 sur France 2. Bonne soirée. France 2, avec Monsieur Bricolage, partenaire de votre soirée. Chaque jour, envolez-vous en grande compagnie. United Airlines, le monde est à vous. Ce soir, un traiteur vous attend à la maison. Honoré Janin, traiteur, 21 savoureux plats cuisinés pour les gourmets. Honoré Janin, traiteur. Chaque jour, la route vous rappelle combien il est préférable de rouler en 405. Peugeot 405, un talent fou. La mode vient mettre sympathique des vêtements imperméables, imperméables à l'eau et au vent, mais qui respirent. Votre magasin 3614 Sympatex. À tous ceux qui préfèrent prendre leur voiture plutôt que de voyager en TGV Nord-Europe, nous rappelons que sur la route, la vitesse est limitée. Que des milliers de camions y circulent chaque jour. Et que par mauvais temps, il est conseillé de ralentir. Cet hiver, les TGV Nord-Europe rouleront à 300 km/h, brouillard ou pas. SNCF, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. J'ai tout, produit vaisselle, nettoyer. Je peux passer, j'ai juste un peu de liquide vaisselle. Moi je vous en prie. Merci. Monsieur, un petit produit pour les sols. Bah, allez-y. Merci. S'il vous plaît. Oui, un petit produit. Pour la salle de bain. Merci. C'est fermé. Minimir, mini prix, mais il fait le maximum. L'éblouissement des sens. Si vous passiez par un professionnel de la Fédération nationale de l'immobilier, il serait en mesure de vous fournir un diagnostic précis de votre acquisition immobilière. Cela vous éviterait bien des surprises. FNAIM, votre meilleure vue sur l'immobilier. On a toujours beaucoup travaillé chez les Esteban. Mon père est arrivé d'Espagne il y a un demi-siècle. Il s'est cassé le dos en portant des sacs de ciment. Il était dur avec lui-même. Pour le travail, il pouvait compter que sur ses bras et ses jambes, de toute façon. Quand il a demandé à mes frères et à moi de reprendre l'affaire, on a dit oui, mais on a un petit peu changé les méthodes de travail. Parce que travailler dur, d'accord, mais pas n'importe comment. Véhicule utilitaire Renault. On n'a pas trouvé mieux pour aller du lundi au vendredi. Envoyé spécial dans le monde de l'irrationnel. Enquête sur une profession qui exploite nos peurs et nos incertitudes
Ils sont en France 40 000 mages, voyants, astrologues, médiums et autres guérisseurs. Un marché en pleine expansion. Envoyés spécial en Israël, ils sont juifs et noirs, venus d'Éthiopie. Ils descendent, selon la légende, du roi Salomon et de la reine de Saba. Un reportage du cinéaste Alexandre Arcadi. Envoyé spécial, c'est jeudi à 20h50 sur France 2. Tout de suite, après le journal de la nuit, le Cercle de minuit, présenté par Michel Field. Bonsoir, et pour commencer, l'événement sportif de la soirée, c'était la rencontre de football France-Israël. Selon tous les pronostics, nous étions largement favoris, les Israéliens n'ayant pas gagné le moindre match depuis 7 rencontres. Mais un excès de confiance est toujours préjudiciable. La preuve, l'équipe de France a perdu ce soir à domicile, elle s'est fait battre 3-2 et sa qualification pour la Coupe du Monde n'est pas gagnée. Yann Lavoie. Qui aurait imaginé voir ce soir l'équipe israélienne faire un tour d'honneur au Parc des Princes? Pourtant, l'impensable s'est produit. Israël, défait 4-0 à Tel Aviv il y a 9 mois, s'est imposé face aux Français. C'est Aradzi qui, le premier, a refroidi le Parc des Princes, déjà bien détrempé par une pluie battante. Très vite, les Français vont réagir, laissant croire à un simple accident de début de match. Ginola sert Sauzé qui, du plat du pied, bat Ginsburg. Les Français, en fin de première période, semblent trouver enfin la bonne carburation sur un centre de De Sailly. Cantona régale le public. Et puis, à 5 minutes de la mi-temps, le chef-d'œuvre de Ginola. Ce sera son dernier éclair de génie de la partie, mais à ce moment, il permet à la France de mener 2-1 face à Israël. Les Bleus regagnent les vestiaires avec le sourire. Hélas pour eux, en seconde période, la route vers l'ouest va se fermer devant leurs pieds. Tombés dans la facilité, les Français n'ont jamais pu concrétiser une seule occasion. Et dans les 10 dernières minutes, le rêve se transforme en cauchemar. C'est Berkovitz tout d'abord qui égalise pour Israël. Et puis, 2 minutes après le temps réglementaire, Attar va signer ce qui restera sûrement longtemps l'exploit du foot israélien, le but de la victoire. Israël s'impose 3-2 et vole le rêve américain des tuniques bleues françaises. Pour aller en Coupe du Monde, il faudra absolument battre lors du dernier match la Bulgarie. Ce sera le 17 novembre au Parc des Princes. La lumière est revenue, mais les négociations du GATT s'obscurcissent pour les Français. Les Américains ne feront pas de compromis, ce sera tout ou rien. Ils refusent de signer le 15 décembre un accord partiel qui laisserait de côté l'agriculture et la culture, les 2 points d'achoppement pour le gouvernement Balladur. Le chancelier Kohl, reçu au Sénat cet après-midi, a proposé de jouer le rôle de médiateur. Un dossier très épineux qui pourrait susciter une crise européenne avec l'utilisation par la France de son droit de veto ou une crise interne si le Premier ministre donnait l'impression de capituler. France Arvois. Gérer la crise des négociations du GATT, c'est la nouvelle tactique d'Édouard Balladur et ça fait un tabac dans les rangs de la majorité. La France n'est pas satisfaite de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. La France propose un traité partiel pour le 15 décembre, date prévue de la fin des négociations avec les États-Unis. On signerait uniquement sur les points d'accord, on reprendrait plus tard les points épineux. Ils sont actuellement au nombre de 3, le pré-accord de Blair House, le volet agricole, l'Organisation mondiale du commerce et l'exception culturelle. Pour la France, la culture doit être exclue d'un traité sur le commerce. Jacques Delors la rappelle très fermement à Bruxelles aujourd'hui. Les cinéastes européens le soutiennent par peur de voir déferler une vague de sous-produits américains sur les écrans. Sir Leon Brittan, le commissaire européen, et Mickey Cantor, le monsieur commerce de l'Amérique, se sont rencontrés aussi et c'est clair. Pour les États-Unis, c'est non, 2 fois non. L'agriculture et l'audiovisuel feront partie du traité où il n'y aura pas de traité du tout. Sir Leon Brittan estime aussi très difficile de séparer ces 2 secteurs. Il faut dire que les partenaires européens sont plutôt embarrassés par la proposition française. Helmut Kohl, le chancelier allemand, a pourtant accepté ce soir de servir de médiateur entre la France et les États-Unis dans ces pourparlers du GATT, car pour lui, l'échec du GATT porterait un coup terrible à l'économie mondiale et surtout à l'Europe. Un espoir dans la lutte contre le sida. En France, en effet, viennent de commencer les premiers essais chez l'homme d'un nouveau médicament sur une vingtaine de patients séropositifs. Mais pour le moment, il s'agit d'une étude de tolérance et non d'efficacité. Les explications de notre spécialiste Jean-Daniel Felzaquier. M91, le voici.
C'est cette préparation qui est actuellement évaluée chez 24 séropositifs français. La mission du GEM 91, elle est simple, empêcher la reproduction du virus du sida. Il faut dire que lorsque ce virus infecte un individu, il se sert des cellules de son hôte pour se répliquer à des milliers d'exemplaires, en tuant ensuite la cellule qui l'a accueilli. Et tout cela selon un mécanisme diabolique. Le virus utilise un certain langage qu'on appelle l'ARN, la cellule un autre langage, l'ADN. Qu'à cela ne tienne, le virus traduit son ARN en ADN et vient parasiter la machinerie de son hôte. Il pousse même la perversion à faire fabriquer une sorte de cassette, ce que l'on appelle un ARN messager, qui lui permet ensuite de reproduire toutes les protéines dont il a besoin. Il ne lui reste plus qu'à stocker ces protéines, à partir et à tuer son hôte. Le rôle du GEM 91, c'est de venir se superposer sur l'ARN messager, un peu comme si vous vouliez entrer en même temps deux cassettes superposées dans votre magnétoscope. Le magnétoscope ne pourrait plus les lire, et bien là c'est pareil, la cellule est incapable de lire le message de l'ARN messager, ce message s'autodétruit et le virus, en théorie, ne se reproduit plus. La première phase d'évaluation sera relativement longue et ce n'est sûrement pas avant 1995 qu'on connaîtra l'avenir du GEM 91. La demande de mise en liberté a été rejetée pour l'ancien PDG de Testu, Elie Felous, ainsi que le conseiller juridique de Bernard Tapie Finance, maître Bernard Gachet. En revanche, la société Testu vient d'être sauvée. Le tribunal commercial de Béthune a accepté le plan de restructuration proposé par Bernard Tapie. C'est l'une des 3 informations développées par France Arvois. Soulagement pour les 600 salariés de Testu. La chambre commerciale du tribunal de Béthune accepte le plan de redressement proposé par Bernard Tapie. Testu échappe de justesse à la liquidation judiciaire. Bernard Tapie Finance, la maison mère, va réinjecter 240 millions de francs dans l'entreprise, numéro 1 du pesage en France. Le sud-est, menacé de nouveau par les orages, il devrait débuter demain sur le Languedoc et la basse vallée du Rhône, avant de gagner la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Le préfet du Rhône a décidé de réactiver les différents PC de la région à partir de 22 h. Les pluies reprennent alors même que les habitants n'ont pas fini de nettoyer leurs maisons. En Camargue, 8000 hectares sont toujours inondés. Les hélicoptères poursuivent leur ronde pour réparer les digues rompues du Petit Rhône. L'abbé Pierre chez les infirmières, elles campent depuis 492 jours en face du ministère de la Santé. En vain, à leur demande, il est venu rédiger une lettre à Madame le ministre et amie, Simone Veil, pour demander de rouvrir les négociations et de nommer un médiateur. La coordination des infirmières proteste contre les réductions des budgets des hôpitaux. 500 jeunes ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Toulouse pour clamer leur indignation après le meurtre par un garagiste d'un adolescent de 16 ans qui tentait de voler une voiture. Les manifestants s'étaient rassemblés à l'appel d'une quinzaine d'associations, dont la Ligue des droits de l'homme et SOS Racisme. Le reportage d'Isabelle de Lyon. Brassard blanc au bras, le temps d'une manif, ils s'appelaient tous Sofiane. Du nom d'un adolescent de 16 ans abattu jeudi dernier lors d'une tentative de vol. Pour crier leur colère et leur peine, 500 jeunes des banlieues de Toulouse sont descendus dans les rues. Pour un bout de ferraille, elle a payé ça. S'ils avaient appelé les flics, c'était mieux. Il, un garagiste de Toulouse et 2 de ses amis. Jeudi dernier, il repère le manège de 3 jeunes délinquants autour d'une voiture. Le soir venu, il se poste en embuscade avec des fusils. 21 h, Sofiane et ses copains volent le véhicule. Plusieurs coups de feu partent. Sofiane est mortellement blessé. Cette affaire a suscité une vive émotion à Toulouse. À peine 6 jours auparavant, la cour d'assises avait acquitté un restaurateur meurtrier d'un cambrioleur, Fernando, 24 ans. Ses parents étaient en tête du cortège, comme ceux de Philippe, 26 ans, et de Mustapha, 18 ans. 4 victimes de l'autodéfense en 3 ans, pour la seule région toulousaine. La justice m'avait promis de faire justice et finalement, elle n'était pas faite. Et la preuve, une semaine après, même pas, il y a déjà un jeune abattu. Alors moi, je suis là pour protester. C'est pas de l'autodéfense, c'est des meurtres. Il faut qu'ils soient sanctionnés par la justice et non pas, ne se règlent pas par des acquittements. Entre les jeunes et certains commerçants, la tension reste vive. Les autorités tentent de calmer le jeu. 250 CRS et gardes mobiles ont encadré la manifestation pour Sofiane. Les jeunes se sont dispersés sans incident. Et un suspect est recherché actuellement après l'explosion d'une voiture piégée sur le parking du tribunal à Bayonne. L'interlocuteur anonyme avait alerté les pompiers pour prévenir de la présence du véhicule piégé. Cette action n'a pas été revendiquée. Toutefois, les enquêteurs n'excluent pas une action des séparatistes basques Iparetarak.
À l'étranger maintenant, l'accord de paix sur l'autonomie de Jéricho et Gaza, signé le 13 septembre dernier à Washington, entre en vigueur aujourd'hui. Les principaux artisans de cet accord se retrouvent en Égypte pour discuter des modalités d'application. À Taba, les délégations israéliennes et palestiniennes se sont mises d'accord pour traiter prioritairement la question de la libération des prisonniers palestiniens qui sont au nombre de 12 000. Dans un même temps, au Caire, le comité de liaison israélo-palestinien se réunissait pour passer également aux actes. 2 mois de négociations qui ont commencé dans une ambiance très souriante. Nous retrouvons sur place notre envoyée spéciale Isabelle Bechler. Dès ce matin, Abou Mazen, l'homme clé des négociations secrètes, pouvait afficher son bonheur des discussions au grand jour avec Shimon Peres. L'optimisme était affiché et les sourires allaient encore se répandre de part et d'autre de la table pendant 2 heures de conversation. On se retrouverait toutes les 2 ou 3 semaines pour suivre les progrès des comités plus techniques, comme celui du retrait militaire ou de la coopération économique, comme si tout cela était simple comme bonjour, simple comme un consensus ou comme une plaisanterie. Monsieur Abou Mazen et moi, nous ne répondrons qu'aux questions agréables. Là encore, tout le monde rit de bon cœur. Pas de doute, les progrès sont quotidiens. Vous n'imaginez pas à quel point le processus de paix est dynamique. Chaque jour, nous progresserons selon nos souhaits. Nous sommes d'accord tous les deux. Nos délégations n'ont pas vocation à polémiquer ou à s'affronter, mais vraiment à construire un pont et à trouver le bon climat pour la paix. 2 mois pour réussir, c'est le pari optimiste mais résolu qu'ont pris Shimon Peres et Abou Mazen pour que le 13 décembre prochain, l'armée israélienne puisse commencer à quitter Jéricho et Gaza. Nelson Mandela, le leader noir sud-africain, est à Paris pour demander l'aide de la France en faveur du processus de démocratisation dans son pays. Nelson Mandela a rencontré Jacques Chirac et Édouard Balladur. Demain, il rencontrera François Mitterrand. Et le chef de l'ANC a également rendez-vous avec le patronat français. Son objectif est d'attirer, bien sûr, les investisseurs en Afrique du Sud. Cinéma maintenant avec l'arrivée sur nos grands écrans du film de Bart Abbas, un film qui raconte l'histoire du jeune peintre Jéricho, passionné de chevaux, interprété par le comédien espagnol Miguel Bosé, et sa rencontre avec Franconi, interprété par Bart Abbas, qui nous fait l'amitié ce soir d'être avec nous. Bart Abbas, donc, qui joue le rôle de cet écuyer, dresseur de chevaux et patron de cirque. Tout de suite, je vous propose d'en regarder un extrait pour rentrer dans cette atmosphère un petit peu particulière de ce film. Regarde un cavalier sans son cheval. Il lui manque la moitié de son sang. Abbas, bonsoir. Tout d'abord, une explication sur le titre donc, de votre film, Mazeppa. Mazeppa, c'est le thème romantique par excellence. C'est Jéricho, pour moi, l'artiste romantique par excellence aussi. C'est une légende qui est très à la mode à l'époque, qui était traitée par tous les poètes, tous les musiciens et tous les peintres, qui est un page de la cour d'Ukraine, qui a trahi son prince et qui, en punition, a été ligoté nu sur un cheval sauvage. Et c'est donc aussi une peinture donc, de Jéricho. Un des tableaux de Jéricho, j'ai trouvé que ce thème-là représentait complètement la vie de Jéricho, qui est une vie un peu enchaînée au cheval, on pourrait dire, puisqu'il a brûlé sa vie en 33 ans et qu'il n'a peint pratiquement exclusivement que des chevaux. Et je trouve que ça le représentait parfaitement. Pourquoi ce besoin pour vous de passer donc du cirque, du spectacle au cinéma? Du théâtre, disons. Parce que moi, je dis toujours, je me considère ni comme dresseur, ni comme metteur en scène de théâtre, ni comme réalisateur de cinéma, mais comme poète dressant des chevaux, faisant du théâtre, éventuellement du cinéma, et peut-être autre chose demain, quoi. Ça m'a intéressé de m'affronter à ce mode d'expression, et autant pour l'aventure humaine que ça représente que pour le résultat. Vous dites que vous avez été séduit et surpris par l'aspect artisanal du cinéma. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est... Je suis quelqu'un de très, très concret, j'aime bien les aventures humaines, j'aime bien toucher les choses, j'aime bien l'artisanat, et le cinéma, je pense que c'est un art artisanat par excellence. Quels que soient les millions mis dans un film, on se retrouve toujours avec un bout de pellicule, une paire de ciseaux et du scotch. Vous jouez le rôle du personnage, donc Franconi, l'écuyer, le patron de cirque, le dresseur de chevaux. Pourquoi vous êtes masqué durant tout le film?
Il y a des tas de raisons. Je pense que le masque, quelque part, c'est un peu le symbole du dresseur. C'est-à-dire qu'on dit quand on dresse un cheval, on n'existe plus sur le cheval. On fait corps avec son cheval, on n'est plus qu'une silhouette. Donc c'était une façon aussi d'enlever toutes les expressions humaines du personnage. Ensuite, c'est le maître un peu dans le film et ça lui donnait une force à sa parole. Et ensuite, pour une raison tout à fait concrète, qui est que comme je réalisais le film, le personnage a 60-70 ans dans le film et le masque aidait bien, sinon il aurait fallu faire des heures de maquillage. Alors vous avez fait appel à votre troupe, bien sûr, de Zingaro, mais aussi à Miguel Bosé, qui est un comédien que l'on connaît par le film d'Almodovar, Talons aiguilles. Il n'a pas été doublé durant tout le film, et pourtant la scène finale est quand même très violente. Voilà, c'est un peu le morceau de bravoure du film. Disons que c'était une aventure un peu spéciale pour lui, parce qu'effectivement, il s'est retrouvé le seul comédien, j'allais dire entre guillemets, professionnel de cinéma, mélangé à toute la troupe de Zingaro et des figurants que j'ai pris dans la rue. Donc il a fallu qu'il se mélange et très vite il s'est aperçu que cette scène-là, j'avais prévu de le doubler. Il a voulu absolument la faire, pour lui c'était un peu un challenge. Mais il connaissait le monde des chevaux, pas du tout? Bien sûr, en tant que fils de torero, il a passé sa jeunesse dans la campagne à cheval. Alors, le cheval, pour vous, vous dites, est un moyen artistique, un moyen d'expression artistique, mais au-delà, qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans cette histoire? Je pense qu'on parle de thèmes beaucoup plus importants. Je pense que c'est un problème de communication. Pourquoi est-ce qu'un peintre qui a consacré toute sa vie aux chevaux, qui était passionné de chevaux, n'est pas devenu, surtout à cette époque-là, écuyer ou militaire, un métier en rapport avec le cheval? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de passer par la peinture? Et ça m'a intéressé de l'opposer à un autre personnage qui, lui, a le don de pouvoir communiquer avec les chevaux. Et en fait, la deuxième passion de Géricault, c'était aussi la passion de la mort, de la chair morbide qu'a donné le radeau de la Méduse. C'est qu'en fait, je crois que c'est un artiste qui avait un problème de communication avec la chair, avec le physique des gens et des chevaux d'ailleurs. C'est ce que j'ai essayé de faire ressortir dans le film, c'est-à-dire qu'il voit les gens et les chevaux de manière un peu... il a un problème relationnel, physique avec les... Donc c'est un film sur des acteurs, sur des personnages humains, mais aussi bien sûr sur les chevaux. Et si vous voulez donc rentrer dans l'ambiance du film, je vous conseille ce livre qui retrace d'ailleurs l'aventure donc de Madjeppa, l'aventure du tournage, oui. Et du tournage, et qui a été donc écrit par Roméric, voilà, qui est un journaliste de Libération. C'est aussi un grand écrivain, je crois que c'est l'écrivain en France qui écrit le mieux sur les chevaux à l'heure actuelle. Et qui est co-dialoguiste du film. Oui. Merci beaucoup. On va se retrouver tout de suite en direct avec Michel Field pour le Cercle de Minuit. Salut Catherine. Bartabas, vous connaissez, vous l'avez bien sûr, reçu. mais non seulement je l'ai reçu, mais il nous avait fait l'amitié d'être à la première du Cercle de Minuit. Il avait payé les places. Salut, oh, merci. C'est une vieille histoire. Oui, c'est une vieille histoire. Écoutez, ce soir, il va y avoir un sommaire très prolixe. Il y a d'abord Annie Girardot, par qui je vais commencer l'émission. On parlera aussi du livre de Boris Cyrulnik, donc de la recherche en psychologie, en comportement humain, l'éthologie, l'étude comparative du comportement animal et du comportement humain. Puis on parlera de peinture, on entendra de la musique, il y aura des découvertes littéraires, beaucoup d'artistes étrangers de passage à Paris qui, comme ça, en transit, sont sur le plateau du Cercle de Minuit. Voilà, si vous voulez en savoir plus, Catherine, oui, on se retrouve tout à l'heure. Un petit taxi et vous venez. D'accord, il y en aura pour tous les goûts. Merci, à tout à l'heure Michel, et les prévisions météo auparavant vous seront données dans un instant par Sophie Davant. Merci de nous avoir suivis, passez une très bonne fin de soirée et à demain.